Lundi, un changement de cap concernant la Russie sera annoncé. Donald Trump, après sa rencontre avec la direction de l'OTAN, prononcera un discours sur la manière dont il compte se comporter avec la Fédération de Russie et son leadership. Nous en avons assez de jouer à des jeux d'enfants, a déclaré Donald Trump. En réponse, Vladimir Poutine a intensifié les bombardements en Ukraine. Je vais vous raconter toute la situation, comment tout a commencé, où nous en sommes arrivés, et à la fin, nous analyserons ensemble ce qui pourrait réellement commencer à se passer. Pour l'instant, n'oubliez pas de vous abonner, mesdames et messieurs, mettez un like à la fin après avoir regardé et, s'il vous plaît, écrivez votre avis sur ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Et aussi, sous la vidéo, il y a un lien vers un livre gratuit. Je vous conseille de lire Capitalisme 1.01. Ce n'est pas une histoire sèche sur le capitalisme, c'est un recueil d'histoires et d'anecdotes sur des événements historiques. Je pense que cela va vraiment beaucoup vous intéresser. Alors, le moment décisif, Poutine a mis Trump hors de lui. Après le bombardement de la maternité, la patience de Trump a atteint ses limites. Deux sénateurs américains, Graham et Blumenthal, l'un républicain et l'autre démocrate, sont devenus les défenseurs les plus déterminés de l'Ukraine au Congrès américain. Ils se sont rendus plusieurs fois en Ukraine, ils viennent tout juste de rentrer, ils ont rencontré Zelensky, les militaires, et après cela, ils essaient maintenant de transmettre le point de vue des militaires ukrainiens et de la direction ukrainienne aux dirigeants américains, y compris au président américain Trump. Ce sont eux qui sont à l'origine du projet de loi prévoyant des sanctions pour l'aide apportée à la Russie dans la guerre. Autrement dit, l'essence du projet de loi est la suivante. Si tu achètes du pétrole, du gaz, du charbon, du plutonium ou de l'uranium à la Russie, tu finances leur guerre en Ukraine et tu empêches qu'elle s'arrête. Les sénateurs ont proposé d'interdire l'entrée aux États-Unis des marchandises provenant de ces pays qui achètent les produits mentionnés à la Russie. Ou, plus précisément, d'imposer sur eux une taxe dite de 500%, ce qui rend pratiquement impossible pour eux d'exporter leurs marchandises vers les États-Unis. D'ailleurs, le recours au changement d'étiquette ne fonctionnera pas non plus, car les Américains ont la possibilité de déterminer où chaque produit a été fabriqué. Disons que si la France, par exemple, décidait d'être sanctionnée et de se voir interdire l'exportation vers les États-Unis d'Amérique, elle perdrait 87 milliards de dollars par an, soit 13,6% de ses exportations mondiales. Environ 28 000 entreprises françaises, principalement dans le fromage, la cosmétique et le vin, dépendent allant des États-Unis d'Amérique de notre marché. Elles feront faillite, et des centaines de milliers de Français se retrouveront sans emploi, sans aucune possibilité de retrouver du travail dans un avenir proche. Pour un certain nombre d'autres pays, ce sera un coup encore plus dur. Les sénateurs, de retour d'un voyage en Ukraine, ont accordé une interview à Ce matin, nous avons beaucoup de choses à discuter. Alors commençons avec la sénatrice Lindsey Graham de Clemson, Caroline du Sud, et la sénatrice Ricard Blumenthal de Bridgeport, Connecticut. Elles viennent toutes deux de rentrer d'Europe où elles ont rencontré le président ukrainien Zelensky. Bonjour à vous deux, mesdames les sénatrices. Bonjour. Sénateur Graham, je voudrais commencer avec vous. La Russie s'intensifie. Ils ne mettront pas fin à cette guerre en Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN sera à Washington cette semaine et rencontrera le président Trump qui, selon nos informations, envisage un nouveau financement pour l'Ukraine. Ce sera la première fois depuis son entrée en fonction. Que savez-vous de ce qui est attendu? Eh bien, je ne veux pas devancer le président, mais demain soir, je serai au dîner avec le sénateur Blumenthal et d'autres sénateurs, ainsi qu'avec le secrétaire général Mark Ryukti. Un tournant approche en lien avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Pendant plusieurs mois, le président Trump a tenté d'attirer Poutine à la table des négociations. Il a imposé des tarifs contre les pays qui permettent au fentanyl d'entrer dans notre pays, ainsi que pour d'autres mauvais comportements. Il a laissé la porte ouverte à la Russie, mais cette porte est sur le point de se fermer. Chez DK, et j'ai 85 co-auteurs au Sénat américain pour le projet de loi sur les sanctions du Congrès, qui donnera au président Trump un marteau-piqueur pour frapper l'économie de Poutine et tous ces pays qui soutiennent la machine de guerre de Poutine. Trump a essayé pendant des mois de convaincre Poutine d'arrêter la guerre. Il a donné à la Russie opportunité après opportunité, pause après pause, négociation après négociation. Tout ce qu'il voulait faire, c'était mettre fin au meurtre et à la destruction. Au début, en seul, l'Ukraine a résisté, ne comprenant pas qu'une mauvaise paix vaut mieux qu'une bonne guerre, mais à la fin, l'Ukraine a dit « Nous acceptons la paix ». La Russie a renoncé à toutes ses paroles, assurances et promesses. La Russie, apparemment, compte sur l'aide de ses alliés. La Chine, l'Inde et le Brésil achètent du pétrole, des produits pétroliers et d'autres marchandises à la Russie. C'est précisément cet argent que Poutine utilise pour mener la guerre. Ce paquet de projets de loi du Congrès que nous examinons donnera au président Trump la possibilité d'imposer un tarif de 500% à tout pays aidant la Russie et soutenant la machine de guerre de Poutine. Il peut l'augmenter ou le diminuer de 0 à 500. Il dispose d'une flexibilité maximale. Nous poursuivons les personnes qui assurent le fonctionnement de Poutine et nous imposons des sanctions supplémentaires contre la Russie. C'est une massue que le président Trump aura pour mettre fin à la guerre. Sur les pays qui achètent quand des ressources à la Russie, le président des États-Unis, sur proposition du Sénat, pourra imposer des droits de douane allant jusqu'à 500%, ce qui ruinera ses moyens. Cela doit être un moment crucial. Cela doit être un moment décisif pour ces sanctions. Et l'utilisation de ce marteau-pilon précisément en ce moment a été soulignée par tous les alliés européens qui étaient présents à la réunion à laquelle le sénateur Frem et moi avons participé en Europe. Ils sont absolument unis, l'un après l'autre. Dans cette atmosphère fermée, ils ont exprimé l'avis que ces sanctions devaient être dures et strictes afin de changer le comportement. Ainsi, la formulation concernant l'exemption des sanctions qui sera incluse dans ce projet de loi ressemble beaucoup à la disposition qui existait dans les précédents. Des mesures similaires qui donnent au président la possibilité d'agir dans l'intérêt de la sécurité nationale, mais qui assurent également un contrôle de la part du Congrès. Et je pense qu'un tel niveau de certitude est très important pour mes collègues démocrates. Mais ce qui est le plus important, à mon avis, en ce moment, c'est notre unité. Le sénateur Frem et moi, un républicain et un démocrate, nous unissons et les dirigeants européens aux opinions différentes montrent également de l'unité. Et nous voulons utiliser les avoirs saisis à nouveau comme un front uni. Je pense que l'approche multilatérale est la seule façon de forcer Poutine à s'asseoir à la table des négociations. Parce que c'est un bandit, il ne comprend que la force. Il est un bandit, Poutine, a dit Leslie. Et il ne comprend qu'une seule langue, la langue de la force. Mais il y a encore des milliards d'argent russe gelés sur des comptes, principalement en Europe, et une certaine somme aux États-Unis. Donc, ils ont été gelés à cause de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. OUID, juste pour clarifier, il s'agit des avoirs confisqués. En Europe, il y en a environ 300 milliards et ici, aux États-Unis, environ 5 milliards. Pensez-vous que le président sera prêt à utiliser ces fonds et que les dirigeants européens seront prêts à saisir et à utiliser cet argent? Une partie du plan qui, je pense, sera discutée lors de cette réunion avec le secrétaire général consiste à ce que l'Ukraine reçoive des actifs de l'OTAN et achète avec eux des ressources militaires aux États-Unis. Mais les biens confisqués, les actifs saisis de la Russie peuvent être utilisés par les Européens. Ils élaborent un plan pour faire cela, au moins avec une partie de ces actifs.
Il s'agit de milliards de dollars d'intérêts générés par ces ressources extrêmement importantes pour l'Ukraine. Et il sera également possible d'accéder aux 5 milliards de dollars alloués par les États-Unis. Je pense qu'il est temps de le faire. L'Europe aura la possibilité d'utiliser cet argent pour acheter des armes américaines et les transférer à l'Ukraine. Autrement dit, l'Ukraine fera la guerre avec des fonds russes. L'idée que l'Amérique vende des armes pour aider l'Ukraine est actuellement activement discutée. Nous avons déjà beaucoup aidé l'Ukraine en leur fournissant de l'argent et une assistance militaire. Nous avons maintenant un accord avec l'Ukraine concernant les ressources minérales qui est estimé à des milliers de milliards de dollars. Je ne veux pas devancer le président, mais rester à l'écoute concernant les avoirs confisqués. Les Européens veulent limiter l'utilisation des intérêts de ces avoirs au profit de l'Ukraine. Le secrétaire Bessoud veut aller plus loin, rester à l'écoute concernant un plan d'action plus décisif sur les avoirs confisqués. Rester à l'écoute concernant le plan selon lequel l'Amérique commencera à vendre à nos alliés européens une énorme quantité d'armes qui pourraient bénéficier à l'Ukraine. Poutine pensait que nous et l'Europe allions nous lasser, mais il s'est lourdement trompé. L'OTAN est plus grande et plus forte, et nous sommes plus que jamais déterminés à ne pas le laisser s'emparer de l'Ukraine par la force. Il semble que les politiciens de la Maison-Blanche aient complètement changé d'avis concernant la Russie. Rien de nouveau à fournir à l'Ukraine, à part les commandes et livraisons déjà approuvées, et ainsi de suite. Jusqu'à présent, vous verrez combien et quel type de matériel nous allons vendre à l'Europe pour qu'elle le transfère à l'Ukraine. L'Europe gèle, ou plutôt a déjà gelé. Mais maintenant, elle va commencer à utiliser environ 300 milliards de fonds russes, et avec cet argent, elle achètera du matériel militaire aux États-Unis. Les États-Unis transfèrent les armes existantes et commandent immédiatement de nouvelles armes pour reconstituer notre stock. Voilà ce que ça veut dire de faire l'idiot devant le président des États-Unis, voilà ce que ça veut dire d'être un voyou de quartier parmi des hommes d'affaires de classe mondiale. Ainsi, le Congrès est sur le point d'adopter le paquet de sanctions le plus important de l'histoire. Cela donnera au président Trump des outils qu'il n'a pas aujourd'hui, un véritable marteau-piqueur. Et les principaux contrevenants ici sont la Chine, l'Inde et le Brésil. L'Inde achète du pétrole à la Russie à bas prix et le revend. C'est révoltant. J'ai parlé avec le président Trump, il a dit la semaine dernière qu'il était temps d'agir. Il a essayé d'attirer Poutine à la table des négociations. Mais mon objectif est de mettre fin à cette guerre et la seule façon d'y parvenir est de forcer ceux qui soutiennent Poutine à choisir entre l'économie américaine et l'aide à Poutine. Choisir une seule chose et les négociations doivent être menées par une seule personne, le président Trump, avec une liberté d'action maximale pour mettre fin à cette guerre, la Chine, l'Inde et le Brésil. Continuer à aider Poutine entraînera pour vous de graves conséquences. La Chine et le Brésil achètent du pétrole pour eux-mêmes à de bons prix. L'Inde achète avec une grande remise, revend et fait de l'argent tout en finançant la destruction de l'Ukraine. Je pense que l'Inde est déjà au courant qu'elle ne pourra plus continuer à le faire. Mais la situation avec l'invasion de Poutine en Russie est sur le point de changer. Je m'attends à ce que dans les prochains jours, vous voyez des livraisons d'armes sans précédent pour aider l'Ukraine à se défendre. Je m'attends à ce que dans les prochains jours, le président Trump impose des tarifs et des sanctions qu'il n'avait pas auparavant. Je m'attends à ce que dans les prochains jours, l'Europe apporte un soutien encore plus important dans ses efforts pour aider l'Ukraine. Poutine s'est trompé ici. Pendant 6 mois, le président Trump a tenté d'attirer Poutine à la table des négociations, mais le nombre d'attaques a augmenté au lieu de diminuer. L'une des plus grandes erreurs que Poutine ait commises, c'est d'avoir essayé de manipuler Trump. Et vous verrez dans les prochains jours et semaines qu'une tentative majeure sera faite pour amener Poutine à la table des négociations. Et pour ceux qui l'aident, la Chine achète du pétrole russe à bas prix et n'en assume aucune responsabilité. Ces jours-là toucheront bientôt à leur fin.
Poutine a décidé que Trump pour un second mandat, eh bien, c'est un peu comme un faible. Plus précisément, qu'il est prêt à jouer selon la musique de la Russie, tant qu'il n'y a pas de guerre. Comme l'a dit le sénateur Graham, Poutine s'est trompé dans ses calculs. Le sénateur Blumenthal à propos de l'Ukraine. Comme vous le savez, la Corée du Nord envoie des troupes pour combattre aux côtés de la Russie en Ukraine. Le principal diplomate russe vient tout juste de rencontrer Kim Jong-un. Nous savons que les technologies de missiles que la Russie leur fournit sont en quelque sorte une forme de paiement pour l'envoi de personnes à la guerre. Cette situation aura-t-elle un impact significatif sur le programme nucléaire nord-coréen et accroît-elle la menace pour les États-Unis aujourd'hui? La menace de coopération dans ce domaine, le transfert de technologies de missiles à la Corée du Nord, ainsi que le soutien à l'Iran que la Russie pourrait potentiellement apporter. C'est une preuve importante de la raison pour laquelle nous devons être forts avec nos alliés face à cet axe. Cette menace existe toujours. Les progrès concernant le programme nucléaire iranien ne doivent pas nous endormir sur la question de la prolifération nucléaire. Et bien sûr, oui, nous devons agir plus fermement non seulement envers la Russie, mais aussi envers la Corée du Nord. Et notre plan doit consister à empêcher une telle coopération dans le domaine des armes nucléaires. C'est pourquoi notre coopération avec nos alliés est si importante. En faisant le tour de la salle, nous avons vu les principaux dirigeants européens réunis jeudi dernier à Rome qui nous ont remerciés d'être ici. Le sénateur Graham, moi-même et le général Kellogg représentant Trump. Ce moment d'unité doit être exploité et le moment pour le faire est absolument nécessaire. Le président Zelensky fait preuve de résilience et de courage, mais son peuple meurt sous les bombes et les drones. Des enfants sont enlevés. Nous devons vraiment démontrer la force des États-Unis, car seule la force peut amener Poutine à la table des négociations. Alors, que va annoncer Trump dans son discours sur la guerre qu'il prononcera lundi pendant ou après sa rencontre avec les représentants de l'OTAN? Je vais envoyer des systèmes patriotes, a-t-il déclaré, et en plus d'autres armes très modernes. C'est Donald Trump qui a dit samedi « Je suis très contrarié », il a dit. Probablement contrarié. Je suis très contrarié par les actions de Vladimir Poutine. Je pensais que c'était un homme qui tenait parole. Eh bien, dans le milieu des affaires, c'est probablement la pire, la plus horrible et la plus insultante chose qu'on puisse dire de toi. Je comprends qu'en politique, tout est à l'envers, mais Donald Trump vient du monde des affaires. Et c'est l'insulte la plus grave qu'on puisse faire à un homme. Et lui alors, Vladimir Poutine? Il dit une chose, chante de belles chansons, puis envoie des missiles et des drones pour tuer et détruire. Lundi, Mark Rutte, ce chef de l'OTAN, rencontre Donald Trump à Washington. Et bien sûr, des accords et des plans concernant les armes pour l'Ukraine seront préparés, finalisés et ainsi de suite. Après que les Russes ont bombardé la maternité en Ukraine, ma patience a atteint ses limites, a déclaré Trump. Grâce à nos armes, l'Ukraine a déjà abattu une tonne de saleté que la Russie leur envoie. Et maintenant, ils pourront en abattre beaucoup plus. Eh bien, en plus d'abattre, ils reçoivent aussi certains missiles qui peuvent atteindre jusqu'à 500 km à l'intérieur de la Russie. Et ils peuvent frapper l'arrière là-bas. Le ton de Donald Trump envers la Russie et l'Ukraine a changé, surtout depuis le 8 juillet quand Donald Trump a dit qu'il ne tolérerait plus les mensonges de Vladimir Poutine. Je n'ai pas encore approuvé le nombre, mais ils en auront quelques-uns car ils ont vraiment besoin de protection. C'est l'Union européenne qui finance cela, nous n'y contribuons pas. Nous leur enverrons des systèmes patriotes dont ils ont un besoin urgent, ce qui sera bon pour notre économie. Parce que Poutine en a vraiment surpris beaucoup. Il dit des choses agréables, puis le soir il bombarde tout le monde. Donc il y a un petit problème ici, et ça ne me plaît pas. De plus, dimanche, des sénateurs américains ont présenté un projet de loi bipartisan sur les sanctions visant à faire pression sur Moscou et ses alliés. Cette loi, que la sénatrice Lindsey Graham a qualifiée de masse,
donnerait à Trump le pouvoir d'imposer de lourdes sanctions économiques contre les pays qui aident la Russie, y compris ceux qui achètent des produits russes, comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. L'envoyé spécial des États-Unis, Kit Kellogg, se rendra en Ukraine lundi pour des négociations de haut niveau. Il est également prévu que Trump rencontre le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, où, selon lui, une déclaration importante sur la Russie sera faite. L'Allemagne, en revanche, a exclu la possibilité d'envoyer ses missiles longues portés à Kiev et a déclaré que Berlin financerait la production de centaines de systèmes similaires, capables de frapper profondément à l'arrière des positions russes. Selon les rapports, la nouvelle arme sera capable de frapper des cibles à plus de 500 km, ce qui permettra à l'Ukraine de perturber la logistique et les centres de commandement russes. Les livraisons devraient commencer d'ici la fin de ce mois. C'est-à-dire dès la fin juillet, les États-Unis seront prêts à envoyer en Ukraine des armes létales de défense et d'attaque. Les Ukrainiens, quant à eux, détestent Donald Trump parce qu'il essaie d'arrêter cette guerre. Ils disent « Donne-nous de l'argent et des armes et ne te mêle pas de nos affaires. Va-t'en, 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 va-t'en. » Peut-être que Dieu a répondu à leurs prières, mesdames et messieurs. Poutine a laissé Trump dans un tel état de stupéfaction, et je le dis en très gentiment, que Trump pourrait donner à l'Ukraine ce dont elle n'a même jamais rêvé. Je ne sais pas comment, comme un magicien, c'est-à-dire le mouvement va réagir à notre implication dans les actions militaires en Europe. Peut-être qu'eux aussi sont sidérés par Poutine, ou peut-être qu'ils pensent toujours que notre intervention en Europe est une erreur. Au cours des 72 dernières heures, la Russie a intensifié sa campagne militaire en Ukraine, lançant des frappes de missiles brutales, incendiant des villes et, selon les analystes occidentaux, menant l'une des escalades les plus sanglantes de la guerre. Et ensuite, un signal a suivi. Le président Donald Trump a publié sur les réseaux sociaux un avertissement énigmatique mais direct, assez d'excuses. Et lundi, nous agissons. Les initiés du renseignement américain pensent désormais qu'il pourrait annoncer l'imposition de droits de douane allant jusqu'à 500% sur les importations russes. Cela pourrait être la mesure de représailles économiques la plus agressive depuis la guerre froide. Mais s'agit-il simplement d'une nouvelle tactique de guerre commerciale, ou bien allons-nous assister à un bouleversement géopolitique aux conséquences financières énormes? Dans cette vidéo, nous allons essayer de prévoir ce qui nous attend en nous basant sur les dernières actualités, les mouvements en coulisses à Washington et les signaux des marchés financiers. Parce que, lorsque les dirigeants mondiaux commencent à jouer aux échecs économiques avec des puissances nucléaires, comprendre le prochain coup n'est pas seulement une question de stratégie, c'est une question de survie. Que ferons-nous exactement, nous, les États-Unis, pour arrêter la guerre? Donald Trump n'a jamais été prévisible, mais sa rhétorique récente témoigne d'une escalade sérieuse. Selon des sources proches de l'administration, les tarifs proposés de 500% sur les produits russes ne sont pas simplement une question de commerce. Ils sont destinés à transmettre un message direct: les États-Unis ne toléreront plus l'agression sans conséquence. Ce ne serait pas simplement un geste symbolique. Les principales marchandises russes exportées vers les États-Unis, y compris l'aluminium, les engrais et les matériaux liés à l'énergie, pourraient voir leur chaîne d'approvisionnement détruite du jour au lendemain. Les marchés financiers ont déjà entamé leur réaction. Vendredi, les contrats à terme sur les actions des entreprises de défense ont fortement augmenté, les prix du pétrole ont bondi et il y a également eu de fortes fluctuations sur le marché de produits tels que le nickel et le palladium, qui sont étroitement liés à la production russe. Les investisseurs s'attendent à de la volatilité, mais la vraie question est de savoir si Donald Trump prépare le terrain pour une confrontation économique plus large avec la Russie ou s'il utilise les tarifs pour forcer Moscou à céder sans tirer un seul coup de feu. Dans tous les cas, le message est fort et clair. Les États-Unis passent de la diplomatie à la pression. Alors que Donald Trump prépare sa déclaration, le champ de bataille raconte une histoire bien plus sombre.
Au cours de la dernière semaine, la Russie a intensifié ses attaques contre le territoire ukrainien, lançant des frappes de missiles sur les infrastructures, les installations énergétiques et même sur des zones civiles. Des images satellites confirment des dégâts dévastateurs dans tout l'est de l'Ukraine. Les responsables ukrainiens ont qualifié les dernières attaques de vague la plus brutale depuis le début de la guerre. Le monde observe, et Washington aussi. L'administration Biden, tout en continuant de coordonner les alliances internationales en coulisses, a averti qu'il y aurait de graves conséquences si la violence s'aggravait davantage. Mais Trump profite de ce moment, se positionnant comme un leader prêt à agir, et pas seulement à parler. Les tarifs qu'il propose pourraient n'être que le premier parmi plusieurs outils de représailles. Les analystes militaires suggèrent que si les attaques se poursuivent, nous pourrions assister à une accélération des livraisons d'armes à Kiev et, peut-être, à de nouveaux engagements de défense de la part des alliés de l'OTAN. Alors, nous devons nous demander si l'Occident se prépare à une guerre économique ou à quelque chose d'encore plus direct. À mesure que les tensions entre les États-Unis et la Russie s'intensifient, le monde ne reste pas neutre. Les pays européens, en particulier l'Allemagne et la France, sont de plus en plus préoccupés. Berlin a déjà convoqué un sommet économique d'urgence. Des rumeurs circulent selon lesquelles l'Union européenne pourrait rejoindre les États-Unis et imposer des sanctions synchronisées si la Russie ne recule pas. En résumé, on s'attend à A. Une augmentation des livraisons de systèmes de défense aérienne Patriot et similaires. B. De nouvelles livraisons d'armes modernes achetées aux États-Unis par les membres de l'OTAN. Je rappelle que ceux qui ont pris de l'argent provenant des fonds russes gelés, soit 300 milliards, B. Des tarifs allant jusqu'à 500% sur tous les produits russes aux États-Unis. Peut-être aussi en Europe d'ailleurs. Je ne sais tout simplement pas. A. G. La menace envers l'Inde, la Chine et le Brésil d'imposer jusqu'à 500% de droits de douane s'ils ne cessent pas d'acheter des ressources énergétiques à la Russie. Ces actions sont pleinement soutenues, aussi bien par l'OTAN que par l'Union européenne, ainsi que par les deux partis américains, ce qui est très important, c'est-à-dire à la fois par le Congrès et le Sénat. Pour l'instant, la Russie montre délibérément que tout cela ne l'inquiète absolument pas. Bientôt, nous saurons à quel point elle est inquiète ou non. Parce qu'il y a une chose à faire semblant et une autre à vivre avec quand cela s'est déjà produit. En Chine, Trump a déjà d'ailleurs ébranlé le pouvoir. Il ne peut plus agir seul, il n'est plus le dirigeant lointain de la Chine. Le Parti communiste a organisé un comité de surveillance à son égard, et ce comité dispose de pouvoirs plus étendus que le secrétaire général du comité central et le président de la Chine. Cela s'est produit seulement parce que Xi s'est engagé dans une guerre avec l'Amérique. Enfin, avec Trump. Nous ne savons pas si quelque chose de similaire arrivera à Poutine. Mais une chose est claire, la tentative diplomatique de raisonner la Russie a échoué, ou plutôt les tentatives ont échoué. Nos canons ne sont pas encore découverts et n'ont pas encore parlé. Mais à partir de lundi, le programme de pression commence. La pression à la russe, oui. Et si cela ne fonctionne pas non plus, espérons que Donald Trump ait encore des atouts dans sa manche. Sinon, il ne restera plus qu'à régler ça à coups de briques, de pavés et de matraques. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Terminons ici et attendons de voir ce que Donald Trump dira aujourd'hui. Sous-titres réalisés par